En cette journée du samedi 1er juin 2024, le SAM Mali a organisé un panel de qualité sur la gestion de l'information et de la communication en période de crise, animé par deux éminentes figures du monde des médias. Il s'agit de Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, et Amadou Sampi, journaliste communicant, PDG de Créacom Afrique. En premier lieu, le modérateur Boubacar Yalkue a planté les décors en engageant la responsabilité des acteurs de l'information et de la communication en période de crise. Avant de donner la parole au premier intervenant, Amadou Sampi qui a dissocié les deux concepts pour ensuite donner une définition claire de chacun. L'information, c'est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, c'est le travail du journaliste. Le communicant, c'est prendre les faits, les expliquer, les faire comprendre, approprier et prescrire. Donc, c'est deux domaines complètement différents mais qui se complètent. La communication a besoin du journaliste dans la première phase de son activité, mais la deuxième phase fait appel à d'autres actions qui ne sont pas du rôle et de l'activité du journaliste. Mais il est important de savoir que la communication, c'est vraiment l'art de faire diffuser les choses et de les faire comprendre par l'ensemble des mécanismes qui sont nécessaires pour faire comprendre une action. Au-delà de la compréhension, susciter l'adhésion et l'action de ceux qui auront l'information. Il a aussi évoqué la nécessité pour les hommes des médias de s'adapter à l'ère du digital afin de faire face aux défis de la profession. Dieu, par le développement des nouvelles technologies, a mis le monde au grand zéro. Nous avons les mêmes droits que les étudiants de Massachusetts, les mêmes droits que les étudiants de l'INA de Paris. Et aujourd'hui, moi, de cette conférence, je diffuse pour les téléspectateurs de TF1 à Paris, pour les téléspectateurs de CNN aux États-Unis, pour les gens de Tokyo, pour RT Télévision en Russie. On va s'asseoir encore à dire médias classiques, radio et télévision pour qu'ils reprennent tout en main et encore nous transformer en simples consommateurs. Moi, je dis non. J'ai la chance ou la malchance d'avoir vu l'évolution de la presse malienne de 91 à aujourd'hui. J'ai commencé par la radio, j'ai terminé à la radio coordinateur national de la chaîne TDM. Et je sais ce que c'est que la radio et les médias conventionnels. Les temps évoluent avec le temps. Rester cramponné à ce qui existait avant est difficile. Pourquoi les télévisions, les radios sont obligés d'aller sur Facebook aujourd'hui pour diffuser? Ils sont médias avant Facebook, ils sont médias avant Twitter. Pourquoi ils vont diffuser là-bas? Parce que le monde a évolué. C'est là où il y a les téléspectateurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les vidéomans, pour les vidéastes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est des hommes de médias. Parce que quand on a 100 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes un homme de médias. Et à force d'être un homme de médias, on devient un journaliste entre guillemets. Et ces hommes ont beaucoup de responsabilités. Parce qu'ils ont une arme entre leurs mains sans y être préparés à manipuler. Il est important que dans la stratégie de communication nationale qu'on doit élaborer, qu'on forme ces nouveaux journalistes-là, qu'on les responsabilise, qu'on les amène vers ce qu'on appelle une table de mise à niveau, de formation, mais surtout de conscientisation. La guerre à ces hommes de médias n'est pas la solution. Il faut les intégrer, les former et surtout, demain, permettre à ce que, comme ils ont une audience, dans la communication, nous avons besoin d'audience parce que nous diffusons de l'information vers une audience. Si vous avez un journal qui n'a que 100 lecteurs, un vidéoman qui a 500 000 personnes qui l'écoutent, même si le journaliste est professionnel, il est sorti de l'INA de Paris, son efficacité est où? Face à ce vidéoman qui a 2 millions de personnes qui le suivent tous les jours. Soyons réalistes. Les temps ont changé, soyons responsables, intégrons la responsabilité dans tout ce qu'on fait. Nous avons ce rôle-là. Vous, URTEL, nous communiquons, de conscientiser ces jeunes-là, de les amener dans nos rangs
et de les rendre responsables et de les prendre comme des médias à part entière. Par la suite, la parole fut donnée au président de l'URTEL qui a expliqué qu'en période de crise, les journalistes doivent faire preuve de vigilance dans le traitement de l'information, tout en respectant les règles déontologiques du métier. Pour donner une information en période de crise, il ne s'agit pas de parler que des morts. Il ne s'agit pas de parler que des villages brûlés. Il y a 1001 sujets qui peuvent nous intéresser, qui peuvent contribuer à trouver une solution à cette crise. Je vous donne un exemple. Et c'est des informations qui concernent la crise. Par exemple, quand vous prenez un village de Banyangara, par exemple, où il n'y a pas de centre de santé. Mais nous, journalistes, nous pouvons parler des conséquences de l'absence de ces centres de santé sur la population. Que va devenir la population dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois? C'est une information relative à la crise, mais ce n'est pas obligatoire qu'on parle des morts, des blessés, des villages, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, par rapport à ces informations que nous devons donner, ce qui est important, ça permet aux belligérants de se poser la question, de se remettre en cause. Attention, on a fermé les écoles, nos enfants ne partent pas à l'école. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de puits, ou en tout cas les services sociaux de base sont absents dans ces zones-là. Et c'est à cause de qui? À cause de nous. Ça peut les permettre de se remettre en cause pour quand même faire une concession, trouver une solution. C'est très important. Le tout rentre dans le cadre vraiment de l'analyse de ce conflit dans lequel un journaliste doit évoluer et le travail qu'il doit faire. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est le fait de pouvoir non seulement identifier, comme je l'ai dit, les acteurs et les donner la parole. Parce que s'il y a 2 belligérants, tu écoutes une partie, tu n'écoutes pas l'autre partie, c'est très difficile que pour un journaliste de trouver un début de solution. Nous, on ne gère pas, mais on aide à trouver la solution. Des gens qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas, qui se regardent en chaîne de faïence. Peut-être sur un sujet bien déterminé, l'autre partie peut dire, bon, moi j'accepte cela à condition que. Et l'autre partie aussi peut dire, bon, je peux me passer de ça à condition. Là, les 2 versions sont là. Et ça nous permet encore, nous journalistes, de mettre ces belligérants autour de la table. Parce que déjà, chacun connaît ce que l'autre la veut. Mais si nous ne voulons pas donner la parole aux parties belligérantes, on choisit notre camp déjà. Ça veut dire que nous allons rendre très difficile non seulement notre travail, parce qu'on sera menacé sur le terrain, mais aussi ça serait très difficile pour nous de trouver des débuts de solution au conflit. Donc c'est important pour nous de savoir quelle approche il faut avoir, quel sujet il faut traiter et comment impliquer l'ensemble des parties en conflit. Et parce qu'on nous a dit vraiment, c'est là où intervient le journalisme sensible en conflit. On peut prendre un éventail d'invités, mais voir ceux qui ont vraiment des points de vue qui tendent vers la résolution du conflit. On a le choix de choisir les interviews, les extraits que nous avons sous la main. Donc, ça nous permet d'avoir un éventail de propositions de solutions des différentes parties en conflit qui peuvent vraiment être la raison, ou plutôt qui peuvent être la cause qui nous amène vers un début de solution. Encore une fois, nous ne trouvons pas de solution. On aide à trouver des solutions à travers les bonnes productions que nous faisons sur les terrains, à travers les interviews, les reportages, les émissions que nous animons sur le terrain. Donc, c'est important de savoir pour nous, en tout cas, l'information en période de crise est très sensible. Bon, d'aucuns vont nous parler de journalisme patriote ou patriotique. Bon, moi je crois que c'est évident, hein? Nous sommes dans un pays, on est journaliste que lorsque le pays existe. C'est vrai, on a des règles qui nous régissent, on a des règles, des lignes directrices que nous devons suivre, n'est-ce pas? Donc par rapport à ces règles qui nous régissent là, on nous demande surtout d'être objectifs. C'est-à-dire l'impartialité 100%, c'est très difficile d'avoir ça, surtout en période de crise. Ça, c'est très, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. C'est très, très difficile. Mais il faut savoir être objectif. C'est-à-dire en tentant le maximum de respecter les principes qui nous gouvernent. C'est très important. Toute prise de parole que nous devons faire, on doit tenir compte de l'impact de ce que nous allons dire sur notre communauté. C'est là où souvent
on fait l'autocensure pour éviter d'envenimer la situation dans la communauté dans laquelle nous évoluons. Il faut vraiment qu'on respecte nos textes et nos gouvernements. Il faut être exact. L'exactitude doit gouverner tout ce que le journaliste doit faire. Deuxièmement, il doit être impartial. Il ne faut pas être trop sensationnel en période de crise. Il faut choisir des sujets qui intéressent tout le monde, qui intéressent toutes les parties prenantes. Ce panel passionnant a également servi de tribune pour les contributions des hommes des médias sur le comportement à adopter en période de crise. On retient de ces panels que la gestion de l'information en période de crise doit porter sur la collecte, l'analyse et la diffusion efficace, car une information mal donnée agit comme la poudre du canon et peut amplifier la crise.